Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Alors, s'il est bien un domaine propice à l'expansion des sectes et des gourous, c'est, je vous le donne en mille, vous avez deviné, oui, c'est l'écologie. Dès lors qu'il s'agit de promouvoir une idéologie, nous voyons poindre des idéologues de tout poil. Alors, plus ou moins doués, plus ou moins compétents, et on voit surnager quelques pointures. Bon, on les voit éclore peu à peu, fort de leurs certitudes qui se sont élaborées avec le temps, se rodant dans une dialectique de plus en plus élaborée, hein, voilà, jusqu'à éteindre toute possibilité de contradiction. L'écologie est parfaite pour asseoir le pouvoir d'idéologues ambitieux, car elle couvre tous les angles, elle s'étend à tous les lieux où le pouvoir peut s'installer sans aucun partage. L'écologie est tout à la fois politique et religieuse, elle permet la culpabilisation du pécheur, l'adhésion à un programme, la soumission consentie, la vénération du sachant, la constitution d'un système dictatorial qui ne dira évidemment jamais son nom, reposant sur tout un système de novlangue. Alors il est symptomatique de voir l'église Neuvus-Ordo entrer de plein pied dans l'écologie. Alors c'est un fait inédit dans l'histoire de l'église. Celle-ci ne se préoccupe plus du salut de l'âme, mais de la préservation de la maison commune. Bergoglio, non content de participer activement aux COP idéologiques et contraignantes, bon, il est vrai qu'il a raté la dernière, la mort dans l'âme pour cause de santé. Peut-on s'en réjouir? Je pense qu'il a dû participer par médias, par Telegram ou par WhatsApp, hein. Mais bon, il nous publie tout de même coup sur coup deux encycliques fondamentales, pivots de son pontificat, deux encycliques panthéistes dont aucune ne nécessite une allusion au divin crucifié. Laudato Si et Laudate Deum, leur texte en tout point idéologique, sans aucun recul sur les conclusions du GIEC, déifiant la terre, inventant un nouveau code de conduite chrétienne, éludant toutes les vertus qu'autrefois il nous fallait acquérir pour tendre vers le bien, vers le paradis, n'est-ce pas, vers le salut offert par Jésus-Christ, alors sauf la vertu consistante à émettre le moins possible de CO2. Bon. Il s'ensuit la labellisation verte de nombreuses paroisses, la teneur écolo-dramatique des homélies des prêtres modernistes, une adhésion des fidèles aux préoccupations mondaines du climat, cause qui désormais remplace les fadaises éculées du salut de l'âme. Voilà, bienvenue en enfer 2.0. L'enfer, c'est le réchauffement climatique auquel nous pouvons échapper à condition d'acquérir les vertus écolo. Alors, le chrétien doit construire un monde nouveau, pur, inclusif et écologique, la nouvelle Babel mondiale et consensuelle. En lieu et place de l'Église catholique, on peut dès lors parler de secte apocalyptique fondée sur la peur des bouleversements climatiques, sur l'angoisse et la culpabilisation, l'Église qui autrefois portait une parole universelle, celle de Jésus-Christ annonçant aux hommes l'ouverture du paradis, à l'usage de chaque individu, se font désormais dans la masse du consensus sous la coupe de maîtres idéologues dont les intentions sont bien évidemment la damnation du plus grand nombre. Voilà, ce sont des maîtres antéchrists. Bergoglio n'est plus inféodé à Jésus-Christ, mais à Jean Covici, pour citer notre maître français, ce serpent médiatique gourou des adolescents nihilistes. Alors sur fond d'idéologie construite avec le temps, comme je vous l'ai dit, Jean Covici réoriente les peurs ancestrales. La peur de la damnation est devenue celle de respirer, et cela fonctionne à merveille sur les esprits faibles. Se fondant sur la triple arnaque du CO2 criminel, du réchauffement climatique anthropique et d'une possible action d'un gouvernement mondial et unifié pour modifier le climat de la planète,
Jancovici, dans une dialectique parfaitement rodée, mélange des éléments factuels et véridiques, comme la neutralité carbone du nucléaire, ce qui est vrai, la bêtise des énergies renouvelables qui ne sont en rien renouvelables, hein, ce qui est vrai aussi, la débilité du tourisme de masse et du touriste qui fait, entre guillemets, chaque année un pays sans aucune valeur ajoutée ni pour lui ni pour le pays visité, hein. Voilà, ce que l'on peut évidemment humainement trouver débile, hein, c'est tout à fait vrai. Voilà, donc avec des éléments de prospective mortifères, comme la nécessité prochaine et évidente de se soumettre à des règles de vie invivables, voilà, qui nous imposeront de ne respirer qu'une fois sur deux pour ne pas dépasser 2 tonnes d'émissions carbone annuelles. Alors bon, d'où sortent ces chiffres? Voilà, au nom de quoi le carbone qui est la vie serait devenu l'ennemi public numéro un. Tout ceci est bien évidemment de l'idéologie. Alors ces règles extrêmement contraignantes, quasiment suicidaires, voilà, qui nous seront imposées dans cette dialectique de mélange qui provoqueront une acceptation des masses. Alors nous les voyons venir depuis des années, nous les dénonçons, hein, ces Khmers verts, ces dictateurs fanatiques et religieux qui auront un pouvoir total et absurde sur chaque sujet, ce pouvoir des écolos dictateurs associé à celui des médecins dingues de l'OMS pour qui l'ennemi public est le virus dont la dangereuse propagation nécessite paradoxalement d'être prêt à tuer des populations. Ah non, non, j'exagère pas, hein. Ces gens ne préféraient-ils pas laisser les anciens mourir en EHPAD plutôt que de leur accorder un minimum de libertés humaines fondamentales, hein, au nom de la non-propagation du méchant virus qu'entre nous, personne n'a vu et n'est capable de décrire autrement que par des vues artistiques, hein, n'est-ce pas? Et puis de toute façon, foutez-nous la paix, laissez-nous attraper des virus, quoi. Non mais c'est dingue ça. Bon, ce pouvoir est donc désormais presque complet. Il atteint sa capacité de se formaliser et c'est dans ce terreau, ce climat d'inversion des finalités humaines que surviendra l'Antéchrist qui revêtira l'intégralité de ce pouvoir qui est déjà pleinement défini. Voilà, le pouvoir écolo-sanitaire. Alors l'Antéchrist, là-dedans, il est dans son élément, et ce sera, quand il arrivera, hein, on sait que ce sera un homme, qu'il sera de chair et de sang, hein, mais qu'il sera pleinement sous la coupe du diable, du Satan. Voilà, ça sera le dictateur, il sera pleinement dans son élément le plus extrême et terrifiant de toute l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il bénéficiera du consentement des peuples. Donc il faut nous préparer à vivre sous la contrainte des nouveaux slogans de novlangue. Alors, comme ça, au hasard, la liberté, c'est la contrainte. C'est très écolo, hein, comme slogan. C'est très jankovicien. Pour la survie de l'humanité, vous devez vous sacrifier. Voilà, c'est aussi très écolo, très jankovicien. Voilà, et etc., etc. Mes amis, bienvenue en Enfer 2.0. Alors bon, je vous mets à la suite de cette vidéo un petit audio de Jancovici où ce taré congénital dit que nos animaux de compagnie devront être sacrifiés, éliminés pour notre bilan carbone. Voilà. Donc il faut tuer la nature, en gros, la nature domestiquée pour le bien de Gaïa. C'est totalement de la novlangue, de la nov-pensée, si l'on peut dire. Allez, abonnez-vous, bonne journée les amis. Et tiens, ce matin, on va parler de nos animaux de compagnie, Jean-Marc. Avec une question, est-ce qu'ils sont bons ou mauvais pour le climat ou est-ce qu'ils sont nuisibles justement pour le réchauffement climatique? Alors, dans les animaux, il y en a qu'on a souvent en tête et dont on commence à associer leur existence avec un impact sur le climat, c'est le cheptel bovin. Il y a un certain nombre de gens. Alors, en fait, il y a parfois un peu de confusion du reste, parce que dans les gens qui deviennent véganes, il y en a qui le deviennent pour des raisons de cause animale, pas tellement pour des raisons de climat.
Mais enfin, un certain nombre de gens commencent à savoir que le cheptel bovin est un facteur important, significatif à l'échelle mondiale sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais ce qu'on sait moins, c'est que même les chiens, les chats, les perroquets, les poissons rouges, etc., ont aussi un impact, puisqu'en fait, il y a un impact absolument partout. Alors prenons ceux qui n'en ont pas beaucoup. Les poissons rouges, il faut faire l'aquarium. Quand on a des poissons tropicaux, il faut chauffer l'aquarium. Des fois, il faut l'éclairer, il faut une petite pompe de circulation, etc. Et donc, avoir des poissons chez soi, ça consomme en gros comme avoir un frigo supplémentaire. Bon, là, vous me direz, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, c'est le cas de le dire. Mais parlons des chats, justement. Le chat, il faut lui faire ses croquettes, il faut lui faire sa litière, il faut lui faire ses jouets. Et alors, tout ça, les jouets, c'est des pluches, c'est du pétrole, c'est des fibres synthétiques. Les croquettes, c'est des restes animaux. Alors, dans les bons cas de figure, c'est des déchets qu'on ne mangerait pas nous. Peut-être que dans des mauvais cas de figure, c'est des morceaux de viande qu'on pourrait manger nous. Et puis, il y a toujours des gens qui gâtent un peu leurs animaux en leur achetant. On a tous vu ça au marché. Je voudrais du filet de lotte pour mon chat, moi j'ai déjà vu. Ou bien, je voudrais du filet de bœuf pour mon chien, j'ai déjà vu aussi. Et puis, si on passe à des animaux encore plus gros, les chiens. Alors les chiens, ça fait à peu près 1 tonne de CO2 par an d'avoir un chien, sachant qu'un Français, son empreinte carbone, c'est à peu près 10 tonnes équivalent CO2 par an. Donc on augmente son empreinte carbone de 10%. Je vais dire 10%, c'est quand même pas complètement négligeable. Et à chaque fois, c'est la même chose. Les jouets, la litière, alors les chiens, c'est moins de litière. Par contre, les chiens, ça peut être une voiture un peu plus grande, parce qu'on veut avoir la place de pouvoir l'emmener quand on part en vacances et qu'on n'a pas envie de l'avoir sur les genoux. Et enfin, le plus émissif des animaux de compagnie, c'est le cheval. Car le cheval, ce mal poli, pète, figurez-vous, et donc il émet du méthane à cause de ce qu'il mange. Et donc un cheval, on est plutôt aux alentours de 3 tonnes équivalent CO2 par animal et par an. Voilà. Donc malheureusement, les animaux de compagnie, comme tout le reste de ce qu'on fait, ont un impact sur le climat. Très bien, mais on les aime quand même. Qu'est-ce qu'on fait alors? Comment on intervient? Bon, alors il ne s'agit pas de tous les abandonner au bord de la route, surtout qu'en ce qui concerne la biodiversité, c'est encore pire de les abandonner que de les garder chez soi, notamment pour les chats, puisque dès que les chats commencent à se balader en extérieur, alors ils mangent des souris qui ne sont pas très menacées, mais ils mangent aussi des oiseaux qui sont des espèces protégées et des chauves-souris. Donc il vaut quand même mieux les garder chez soi. Non, l'idéal, c'est quand même d'éviter d'avoir un petit animal plutôt qu'un gros. Donc si vraiment vos enfants vous réclament quelque chose, essayez de négocier le hamster plutôt que le Saint-Bernard. Et puis, si vraiment on peut absolument pas s'empêcher d'en avoir un, eh bien l'idéal quand même est de réfléchir au fait que ça serait bien que ça n'oblige pas à augmenter la taille de la voiture, à augmenter l'espace habitable, et qu'on s'engage à ne pas lui acheter du tournedos Rossini tous les 4 matins. Voilà qui va faire réfléchir et commenter sans doute. Jean-Marc Jancovici, notre ingénieur énergie climat.